Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit cours de première STI2D sur la puissance et l'énergie électrique. Les appareils électriques dans le domaine de l'habitat, par exemple la lampe, la télévision, le lave-linge, le radiateur électrique, fonctionnent grâce à l'énergie qu'ils reçoivent sous forme de transfert électrique. Nous avons vu que la modélisation mathématique de ce transfert électrique s'écrit P fois delta T. L'énergie reçue, le travail électrique reçu ici, c'est P fois delta T. Que signifie exactement ce P d'un point de vue physique? Alors, c'est évidemment la puissance de l'appareil récepteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais prendre l'exemple d'un appareil purement résistif, donc le chauffage électrique, le radiateur électrique, dont je peux schématiser les transferts d'énergie, puisqu'il s'agit d'un convertisseur d'énergie, de la manière suivante. Donc la résistance de l'appareil, qui reçoit du travail électrique, c'est un transfert, et qui transfère à son tour cette énergie reçue sous forme de chaleur ou de transfert thermique. Eh bien, la puissance de ce radiateur, c'est tout simplement, en quelque sorte, la vitesse avec laquelle le radiateur est capable de transférer l'énergie qu'il a reçue sous forme de chaleur. Un radiateur avec une puissance plus élevée va être capable de transférer vers l'extérieur de la chaleur de manière plus rapide, c'est-à-dire que dans le même temps, il en transférera plus. C'est ce qu'on appelle donc la puissance de l'appareil. Et dans l'expression de l'énergie reçue, WE égale P fois delta T, P est la puissance du transfert qu'est capable de réaliser l'appareil électrique. Prenons maintenant l'exemple d'un moteur électrique. Alors le moteur reçoit lui aussi du travail électrique. Il en fournit sous forme mécanique puisqu'il tourne. Mais dans le même temps, évidemment, on ne peut pas l'empêcher de chauffer un petit peu pour des raisons électriques, déplacement des électrons dans les fils à l'intérieur, dans le conducteur, ce qu'on appelle traditionnellement des pertes pour un moteur parce que le but c'est quand même pas qu'il chauffe, et qui est donc là aussi de la chaleur ou du transfert thermique. Eh bien la puissance du moteur dans ce cas-là est toujours la puissance des transferts d'énergie vers l'extérieur. Alors là en l'occurrence il y en a deux, donc la puissance totale ce sera la puissance des deux transferts vers l'extérieur, traduit mathématiquement par la somme des deux, puisque dans le même temps le moteur va transférer de l'énergie sous forme de travail mécanique à une certaine vitesse et transférer de la chaleur à une certaine vitesse aussi. Alors on qualifie de puissance utile le travail mécanique et de perte évidemment la chaleur dégagée. Alors dans tous les cas, toute l'énergie qui est fournie au moteur est intégralement redonnée à l'extérieur sous forme de transfert, tout simplement parce que le moteur, et c'était le cas aussi pour la résistance, ne sont pas des accumulateurs d'énergie. Ils ne font que la transférer. Et bien donc, pour terminer, la puissance dont on parlait, c'est la vitesse de ces transferts d'énergie. Alors vitesse entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'une vitesse en mètres par seconde, puisqu'il ne s'agit pas d'un déplacement. Mais l'idée est quand même la notion de rapidité, donc de vitesse. Comment connaître la puissance reçue par un récepteur ou donnée par un générateur? Alors nous allons prendre l'exemple d'un simple circuit résistif, donc un générateur qui est muni à sa sortie d'une résistance. Alors on dit des fois résistance chauffante, c'est par exemple un radiateur électrique. De toute façon, le travail d'une résistance, c'est uniquement de chauffer. Plus précisément, c'est de transférer de l'énergie sous forme de chaleur. Alors quand il ne s'agit pas d'un radiateur, c'est simplement pour dissiper de l'énergie pour protéger des appareils qui se trouveraient dans le circuit. On va considérer que l'intensité dans cette branche de circuit est notée I. La résistance est soumise à une tension U. Eh bien, la puissance reçue par l'appareil électrique est modélisée de la façon suivante. P reçu égale U fois I. U est la tension aux bornes de l'appareil, I est l'intensité du courant qui existe à l'intérieur de cet appareil. La puissance reçue est souvent la puissance nominale, c'est-à-dire celle pour laquelle l'appareil a été conçu. C'est celle qu'on retrouve sur la fiche signalétique des appareils électriques. Par exemple ici,
pour un fer à repasser, 1200 watts sur la plaque signalétique, c'est la puissance reçue en fonctionnement. C'est-à-dire que quand on va le brancher sur le secteur, il va s'appliquer aux bornes de l'appareil une tension égale à 230 volts et le générateur délivrera une certaine intensité telle que le produit U fois I soit égal à la puissance reçue. L'appareil a été conçu comme ça. Alors on comprend tout de suite que si jamais on lui fournit une puissance, un transfert d'énergie plus important que cette valeur nominale, on risque de le détruire. Mais c'est une autre histoire. Alors comme l'énergie reçue, par définition, c'est la puissance reçue multipliée par la durée d'utilisation, eh bien, on peut écrire que l'énergie reçue, c'est U fois I fois delta T. Qu'en est-il maintenant de l'énergie donnée par le générateur? Parce qu'effectivement, si le récepteur reçoit de l'énergie, c'est que le générateur en donne. Alors l'énergie donnée, ou ici on va plutôt raisonner à un facteur delta T près, puisque énergie et puissance sont proportionnelles, la puissance donnée par le générateur, c'est aussi U fois I, U étant la tension aux bornes du générateur. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Puisqu'on a un simple montage série avec simplement deux appareils, les deux tensions U aux bornes du générateur et aux bornes de l'appareil électrique sont égales. L'intensité du courant est, par ailleurs, la même dans tout le circuit. Ce qui veut dire que tout simplement, la puissance reçue par la résistance, U fois I, est aussi égale à la puissance donnée par le générateur. Ce qui est tout à fait cohérent, puisque c'est le principe de la conservation de l'énergie. Ce qui est donné par le générateur est forcément reçu par le récepteur, d'autant plus qu'il est tout seul. Donc pour conclure, la formule qui modélise la puissance reçue ou donnée est la même, P égale U fois I. Alors suivant que ce soit un générateur ou un récepteur, ce sera la puissance donnée ou la puissance reçue. Je rappelle qu'on dit puissance donnée et reçue, en fait on devrait parler d'énergie, mais les deux sont proportionnels au facteur delta T, c'est-à-dire la durée près. Alors un petit exemple que vous connaissez bien, le chargeur de batterie de téléphone par exemple. Ils ont ces chargeurs le même format que celui qui est utilisé pour les tablettes notamment. Si on regarde de près la plaque signalétique sur ce chargeur, on voit output, donc sortie, 5 volts 0,7 ampères. Ces deux valeurs numériques sont les tensions de sortie et l'intensité maximale que l'appareil peut fournir. Je parle d'intensité maximale parce que si le récepteur branché à ce générateur nécessite moins de 0,7 ampères, qui peut le plus, peut le moins, eh bien il sera quand même satisfait, il aura l'intensité qu'il nécessite. La puissance que peut donc fournir ce générateur, qui est égale à U fois I, est égale donc au maximum à 5 fois 0,7, c'est-à-dire 3,5 watts. Tous les appareils donc, qui vont être reliés à ce chargeur et qui nécessitent jusqu'à 3,5 watts pour fonctionner, pourront donc fonctionner de manière optimale. Cependant, si dessus on veut brancher une grosse tablette qui nécessite pour fonctionner une puissance de 7 watts ou 10 watts par exemple, eh bien ce petit générateur ne sera pas capable de les fournir puisqu'il fournit au maximum 3,5 watts. Donc il y aura inadaptation entre le générateur et le récepteur. Alors bien sûr, la tablette en question ne sera pas détériorée puisqu'elle ne recevra pas ce dont elle a besoin. Mais par contre, elle ne fonctionnera pas correctement. Alors pour terminer, une petite précision de vocabulaire. Les générateurs sont appelés, quand ils ont deux bornes, des dipôles actifs et les récepteurs des dipôles passifs, si jamais vous rencontrez ce vocabulaire. C'est lié tout simplement à leur rôle dans un circuit, l'un qui donne, l'autre qui prend le travail électrique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.